Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à ce premier webinaire intitulé Comment soutenir la compréhension et l'expression d'un enfant avec un trouble du langage, la communication alternative et améliorée incontournable dans l'accompagnement. Ce webinaire est organisé par le Pôle Enfant Jeunesse APF France Handicap de l'Aisne. Je suis Sabrina Lopez, adjointe de direction du pôle, et j'ai le plaisir d'animer ce webinaire avec ma collègue Alexandrine Rapaille, cadre rééducateur et orthophoniste de formation. Dans sa carrière professionnelle, Madame Rapaille a accompagné de nombreux enfants présentant un trouble du langage. Elle a fait le choix de se former à la communication alternative et améliorée depuis une dizaine d'années. Elle a réalisé des formations notamment sur le comportement verbal et ABA, PEX, Macathon, et récemment, elle s'est formée à l'utilisation de classeurs de communication POD. Alors bien évidemment, cette expérience, elle a mis au profit des enfants accompagnés au sein du pôle. Ce pôle est composé de 2 CESAD. Les équipes pluridisciplinaires accompagnent des enfants et des adolescents entre 0 et 20 ans présentant une déficience motrice et ou des troubles du neurodéveloppement. Nous accueillons actuellement déjà plusieurs enfants présentant des troubles du langage importants, voire sévères. Alors, nous avons souhaité organiser ce webinaire parce qu'il était important pour nous d'aider tous les acteurs présents autour d'un enfant ayant un trouble du langage à comprendre ces troubles. En effet, pour qu'un enfant puisse se développer favorablement, il est indispensable que l'environnement comprenne et connaisse les troubles et puisse apprendre à s'adapter face à ces troubles. Tout cela s'inspire des principes de psychoéducation ou encore d'éducation thérapeutique et ce sont vraiment des principes phares et clés pour les équipes pluridisciplinaires du pôle. Ce webinaire a donc pour vocation de vous apporter un éclairage, de vous donner des informations claires et compréhensibles à vous, que vous soyez parent, que vous soyez professionnel de santé ou encore professionnel de l'éducation nationale, pour vraiment vous permettre de comprendre ce type de troubles, donc les troubles du langage et leurs répercussions dans le quotidien. Alors, la présentation d'Alexandrine va durer environ 40 minutes. Nous prendrons ensuite 15 minutes en fin de présentation pour répondre à vos questions ou à vos commentaires que vous aurez l'occasion de noter dans le chat qui est situé en haut, dans la petite bulle. Donc, des annotations que vous pourrez faire tout au long du webinaire. Et vous recevrez un lien dans la semaine avec un accès au replay. Dans sa présentation, Alexandrine va nous donner les informations sur la communication alternative et améliorée, et elle va nous proposer des mises en situation pour nous donner l'occasion de nous mettre à la place d'une personne qui a des difficultés à comprendre et ou à s'exprimer. Donc ces temps-là seront un petit peu plus dynamiques et vous pourrez noter vos réponses dans le chat. Donc je remercie fortement Alexandrine Rapaille pour sa motivation et son engagement à réaliser ce webinaire avec moi et je lui laisse la parole pour qu'elle puisse débuter sa présentation. Voilà, bonsoir Sabrina, bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir pour notre premier webinaire. Alors, comme évoqué à l'instant par Sabrina, nous allons parler ce soir donc de communication améliorée et alternative. Alors, avant de débuter ce webinaire, je vais te remercier, Sabrina, de m'avoir sollicité pour aborder cette thématique, puisque j'accorde une attention toute particulière à ce que chaque individu présentant un trouble du langage puisse rester le principal acteur de sa communication et puisse garder un maximum d'autonomie et d'indépendance dans la transmission de ses besoins. Alors pour débuter ce webinaire, nous allons faire un rapide point sur la communication.
qu'est-ce que la communication et à quoi nous sert-elle? Eh bien, sans communication, un nouveau-né n'aurait aucun moyen de nous dire qu'il a faim ou qu'il a envie de dormir. Sans communication, nous ne pourrions pas non plus exprimer ce qu'on ressent. Sans communication, nous ne pourrions pas, par exemple, raconter le film qu'on a vu la veille à nos collègues. Nous ne pourrions pas demander à notre voisin de table de nous passer le sel. Et sans communication, alors, nous ne pourrions pas non plus dédramatiser un rendez-vous médical anxiogène pour un enfant, par exemple. Sans communication, nous ne pourrions pas donc échanger avec l'autre sans risquer de s'exposer à des erreurs d'interprétation, voire de s'exposer à un échec dans la communication. La communication, elle nous permet donc d'être en attention conjointe, elle nous permet d'être entendu et compris par l'autre et aussi de comprendre ce que l'autre nous dit. La communication, elle permet donc de créer des moments de connexion et souvent de plaisir partagé avec son interlocuteur. Alors pourquoi dit-on aussi de la communication qu'elle peut être améliorée? Parce que parfois, l'utilisation des mots ne suffit pas toujours pour exprimer ou se faire comprendre. La communication améliorée va donc venir renforcer, elle va venir en plus de la communication déjà existante afin d'aider au mieux à mieux se faire comprendre ou à mieux s'exprimer. Nous utilisons tous dans notre quotidien des moyens pour améliorer notre communication. Par exemple, quand mon enfant vient me prendre par la main pour me conduire à l'étagère sur laquelle est posé son jouet favori, eh bien là, il ne m'a pas fallu de communication orale pour comprendre ce qu'il m'a dit, il a juste fallu d'améliorer cette communication par la gestuelle. Quand par exemple, je lis sur les lèvres de mon interlocuteur alors qu'il y a du bruit environnant, eh bien là encore, je soutiens la communication et la compréhension du message par un autre moyen. Lorsque, par exemple, j'indique le chemin à un passant et que je mime les directions en montrant à gauche, à droite, eh bien là encore, je vais soutenir ma communication. Ou un dernier exemple, quand je fournis à un enfant un emploi du temps visuel pour l'aider à mieux comprendre le déroulé de sa journée, eh bien là encore, j'améliore ma communication. On voit bien qu'il n'y a rien de plus naturel dans une situation où on a l'impression de ne pas bien se comprendre, de venir améliorer notre communication par différents moyens. Enfin, on dit donc de la communication alternative, qu'elle est alternative, parce que certaines personnes, malgré le fait que le cerveau humain soit largement outillé pour communiquer avec des mots, eh bien pour certaines personnes, avec des difficultés de langage, cette communication orale, elle ne va pas être assez fonctionnelle. Donc la communication améliorée, elle va offrir une alternative bien plus efficace et bien plus fiable que le langage oral seul. La communication améliorée et alternative va donc s'adresser à des personnes qui présentent des difficultés de langage sur, par exemple, le plan donc, de la compréhension. Je peux ne pas comprendre les mots qu'on me dit, je peux ne pas comprendre les phrases qu'on me dit, ou alors les énoncés qu'on me dit, ou encore, je peux ne pas comprendre les émotions ou l'implicite d'une situation. La communication améliorée et alternative va aussi s'adresser aux personnes ayant des difficultés d'expression. Je peux ne pas pouvoir utiliser les mots pour parler, ou alors j'utilise les mots pour parler mais je ne les prononce pas assez bien pour me faire comprendre. Ou alors, je peux avoir des difficultés à formuler une phrase, ou encore des difficultés à formuler une phrase avec suffisamment d'informations pour me faire comprendre sortie du contexte. Donc la CAA s'adresse à des personnes ayant des difficultés de communication, mais la CAA, elle s'adresse tout autant aux partenaires de communication.
Parce que bien souvent, face à une personne ayant des difficultés de langage, sur le plan de la compréhension ou sur le plan de l'expression, le partenaire de communication va avoir tendance à déformer les propos, à les deviner, à les interpréter, ou encore à répondre ou à faire à la place de la personne ayant des difficultés. Ce genre de conduite, ça risque de créer des moments de frustration et d'engendrer des comportements problèmes liés à cette frustration. Ça risque d'entraver la personne qui a des difficultés de communication, ça risque de l'entraver dans son autonomie et globalement, ça risque donc de lui renvoyer un sentiment d'incompétence. Donc l'ACAA s'adresse donc à la personne en difficulté de langage, mais aussi à son partenaire de communication pour que les messages et les réponses apportées soient adaptés pour que la compréhension mutuelle soit meilleure. Et globalement, la CAA s'adresse aux partenaires et à la personne ayant des difficultés de communication pour respecter la personne dans son droit à communiquer. Alors, d'ici les quelques minutes là que nous allons continuer de passer ensemble, je vais vous proposer une mise en situation pour mieux comprendre ce qu'une personne qui présente des difficultés de langage peut ressentir au quotidien. Donc, je vais vous donner une consigne que vous allez donc écouter et vous pourrez éventuellement mettre donc, dans les petits commentaires ce que vous avez compris de cette phrase et éventuellement ce que vous avez ressenti. Donc, je vous demande d'écouter. Werf den Ball roten auf den Hund. Donc, je vous demande de mettre un petit commentaire si vous avez compris ce que je vous ai dit. Je vais bien sûr répéter. Werf den roten Ball roten auf den Hund. Je vous laisse un petit instant, éventuellement, donc, pour mettre dans le commentaire si quelqu'un a compris un élément de cette phrase, l'entièreté de la phrase. Je te pose une question, c'est est-ce que c'est de l'allemand? Oui, c'est de l'allemand. Bien vu. C'est mon accent, ça, certainement. Je répète encore une fois, peut-être que ça va vous aider à comprendre si je répète encore une fois. Werf den Ball roten auf den Hund. Est-ce que quelqu'un aurait compris cette phrase? Alors, on a une bonne réponse. Oh, bien joué, super. Je ne vais pas donner pour laisser le suspense pour la suite. Bien sûr, oui, oui. 2 bonnes réponses. Alors, pour tous ceux qui n'auraient pas encore compris cette phrase, je vais vous répéter une dernière fois. Werf den Ball roten auf den Hund. Et alors, pour ceux qui n'auraient toujours pas compris, est-ce qu'il serait possible de mettre éventuellement dans quel état vous vous trouvez là? Si vous vous mettiez à la place d'un enfant à qui on a répété 3 fois, voire 4 fois la consigne et qui n'a toujours pas compris. Alors, j'imagine, alors moi, ça m'aurait un petit peu énervé et j'aurais laissé tomber. Voilà, j'aurais laissé tomber, je ne chercherai pas à comprendre ce qu'on me dit, tant pis, je ne réalise pas la consigne. On a quelques réponses. Oui. Donc, certains n'ont pas compris, certains ont compris que c'était l'allemand, certains ont compris qu'il s'agissait peut-être d'une balle. Peut-être. Alors, du côté des ressentis, c'est énervant, je me sens mal à l'aise. Ça rappelle des souvenirs d'allemand et de cours d'allemand où certains se disent qu'ils n'étaient pas bons en allemand. En tout cas, d'autres qui expriment de la colère. Voilà. Donc, c'est peut-être l'état dans lequel se trouverait un enfant quand vous lui demandez quelque chose à la maison ou l'état dans lequel se trouverait un élève quand on lui demande de réaliser une consigne en classe et qu'il n'a pas compris. Donc, on va poursuivre
avec une deuxième mise en situation. Donc là encore, je vais vous demander donc d'écouter, mais aussi de bien regarder ce que je vais faire. Donc je refais. Werf den Ball roten auf den Hund. Vous avez le droit de noter encore une fois, mais si vous avez davantage compris l'état dans lequel vous vous trouvez, je vais donc répéter. Werf den Ball roten auf den Hund. Alors là, pour une invitée, c'est OK pour elle. Elle connaît la langue des signes française. Bravo. Grâce à ça, on voit bien que certains ont davantage compris. Est-ce que... D'autres continuent à ne rien comprendre. D'accord, ok. Est-ce que parmi ceux qui n'avaient vraiment rien compris avant, est-ce que certains ont pu peut-être comprendre davantage, mis à part la personne qui connaît la LSF? Alors, on a des mieux compris, mais pas encore ça. Oui, avec les signes, c'est OK. J'ai compris qu'il s'agissait d'un chien, mais pas plus. Très bien. Et information, la connexion coupe souvent. Est-ce que quelqu'un aurait indiqué son ressenti là? Qu'est-ce que ça vous... Pas de ressenti pour le moment. Un peu mieux, mais pas dans le détail. Alors, on a une personne qui lève la main. Anita, je vous donne la parole si vous voulez vous exprimer en direct. Anita? Vous n'avez peut-être pas fait exprès, Anita. Oui, oui, j'ai voulu mettre un commentaire, mais j'ai pas su. D'accord. Ah. Vous pouvez l'exprimer à l'oral si vous voulez. C'était juste pour la phrase, essayer de mettre ce que j'avais compris. D'accord. Votre ressenti? Lancer une balle rouge au chien. C'est bien. On voit qu'il y a certaines personnes qui sont assez au clair avec les signes. Hein. Mais par contre, je n'arrive pas à mettre de commentaire. Ah, alors pour faire les commentaires, sur le bandeau d'en haut, vous avez une petite bulle. Il faut cliquer sur cette bulle, afficher la conversation et normalement, ça devrait fonctionner. D'accord, merci. Merci en tout cas, Anita. On a une AFAM 02 qui demande la parole aussi. Je vous la transmets tout de suite. Alors, c'est fait. Une AFAM 02, Madame Philibert peut-être? Non, c'est Madame Fouquet. J'avais une chance sur deux. C'est pas grave, du tout, ça n'a aucune importance. Non, non, je levais la main désespérément parce que je ne trouvais pas la bulle de conversation. C'est juste pour ça. Très bien. Voilà. Vous l'avez trouvé? Oui, tout à fait. Et je me suis bien mise dans la situation d'un enfant en trouble de... Voilà. Qui présente des difficultés de compréhension. Donc, voilà. On peut bien faire le constat là qu'utiliser les mots en même temps signés, ça va augmenter les chances de se faire comprendre ou alors de comprendre l'autre. Voilà. Globalement, quand on utilise un moyen de communication amélioré et alternatif, comme là les signes, eh bien évidemment, ça réduit la frustration de certains de ne pas comprendre ce que j'avais pu dire dans la première consigne. Et inévitablement, ça réduirait donc des comportements problèmes qui seraient liés. Le fait d'augmenter la communication, ça va augmenter donc le plaisir partagé. À partir du moment où la personne qui a envie de communiquer, elle commence à prendre du plaisir, elle va être valorisée, elle va être renforcée dans ses comportements verbaux et ça va lui donner envie de poursuivre les échanges.
Peut-être que tout à l'heure, dans la première situation, eh bien, on avait envie de faire aucun effort pour comprendre l'autre, qu'on répète 2, 3, 4 fois la consigne, ça ne marche pas, on aurait envie de laisser tomber. Et là, de venir signer en même temps que l'on parle, eh bien, ça va donner envie de renouveler les expériences parce qu'on sait qu'elles seront moins échouées. Alors, si on fait un petit focus sur le développement de l'enfant, on voit qu'à partir du moment où l'enfant va libérer ses mains, grâce notamment au développement moteur et grâce à l'acquisition de la marche, donc l'enfant qui libère ses mains va pouvoir venir pointer ce qu'il demande, il va venir pointer pour faire un commentaire. Et donc, ça va favoriser aussi donc l'émergence du langage. Quand on sait aussi qu'un enfant qui est baigné dans un langage gestuel depuis sa naissance peut signer ses premiers mots vers l'âge de 10 mois, eh bien, on voit quand on fait le parallèle entre les signes et le langage verbal, on voit bien que le langage verbal, il est quand même, il nécessite davantage de ressources cognitives que le langage gestuel, qui semble un petit peu plus simple que le langage verbal. Donc, on aurait bien tout intérêt pour développer le langage des enfants qui présentent des difficultés dans ce domaine. On aurait donc tout intérêt à venir améliorer la communication en signaux. Alors, parce que donc utiliser donc les signes va renforcer donc les compétences langagières, mais ça va aussi permettre d'améliorer l'attention visuelle. En règle générale, quand on va utiliser les signes, on va les produire dans un contexte très proche du visage, de la bouche. Donc, ça va permettre à la personne qui présente des difficultés de langage de regarder davantage, de fixer les mouvements des lèvres et de favoriser donc le mimétisme. Le fait d'utiliser aussi les signes, ça va permettre d'améliorer des notions qui pourraient être un petit peu compliquées pour un enfant, tout ce qui est nom, tout ce qui est concept. Lorsque, par exemple, un enfant peut présenter des difficultés de confusion entre un chat et un tigre, je vais venir accentuer en signant une caractéristique pour chacun. Quand je vais signer le chat, eh ben, je vais signer donc chat, je vais signer les moustaches. Ça me permet de faire la différence avec un autre félin qui serait un petit peu plus agressif, qui serait le tigre. Donc, signer en même temps que parler, ça va aussi favoriser l'intégration de chaque mot de la phrase. Alors, quand je vais signer, je vais ralentir mon débit de parole. Ça va laisser le temps à l'enfant donc de visuellement voir un petit peu les coupures de mots entre les mots de la phrase et d'intégrer plus facilement ces mots-là. Quand l'enfant va, quant à lui, donc utiliser les signes, mais il va faire des expériences de réussite dans son langage. Il va voir qu'il va se faire davantage comprendre, donc il va avoir envie de continuer. Il va être donc davantage spontané et ça va favoriser la réciprocité du langage. Voilà, on voit qu'un enfant échange bien, on a envie d'échanger avec lui, on voit que c'est facile, c'est fluide. Et donc l'utilisation des signes va aussi donc renforcer par là l'attention conjointe en attirant l'attention de l'autre et ça va lui permettre, ça va permettre aussi donc à l'enfant d'affiner son articulation. Alors en pratique, quand on signe, donc quand on utilise les signes dans la communication améliorée, on va donc utiliser les signes de la langue des signes française qu'on va venir donc mettre en soutien de nos mots. On peut aussi aujourd'hui trouver des signes qui sont tirés de bébé signes qui peuvent parfois être un petit peu plus simplifiés. On trouvera aussi des systèmes comme le Makaton. Mais en règle générale, donc, tout est tiré donc, de la langue des signes française. Donc, globalement, il y a un gros avantage à utiliser le français signé.
lorsqu'on cherche à améliorer la communication d'un enfant, c'est que donc les signes sont largement accessibles. Il n'y a pas besoin de support, ils sont toujours apportés, hein, et ils sont donc, on l'a vu, très proches du développement de l'enfant. Donc spontanément, quand on ne peut pas se faire comprendre, alors vous, comme moi, comme un enfant en difficulté, eh bien on va utiliser les signes. Néanmoins, donc, il y a un gros inconvénient donc, à l'utilisation des signes dans la communication améliorée, c'est qu'elle nécessite évidemment que tous les partenaires soient formés. Voilà, donc j'aimerais qu'on passe à une troisième mise en situation. Donc, on l'a vu, la première mise en situation, donc on comprenait pas du tout, on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde. J'ai utilisé le langage verbal, le langage oral, et ça a été un petit peu compliqué de me comprendre. La deuxième mise en situation, donc j'ai rajouté les signes. Et donc là, ça a mis sur la piste un bon nombre d'entre vous. Donc maintenant, pour la troisième mise en situation, je vais encore vous demander donc d'écouter et de regarder. Werf, den Ball, roten, auf den Hund. Voici donc la consigne que je vous avais dite tout à l'heure en allemand. Werf den Ball roten auf den Hund. Est-ce que vous pourriez donc mettre en commentaire eh bien, si vous avez compris la consigne que je vous ai donnée et ce que vous avez ressenti? Alors, Sabrina, est-ce qu'il y a des petits commentaires? Est-ce que vous avez... Au niveau des commentaires, nous avons « Lance la balle rouge au chien ». Beaucoup plus clair maintenant, c'est clair. Là, c'est mieux. Ok, donc là, on est à peu près tous d'accord. Hein. On est à peu près tous d'accord qu'on sent un petit peu mieux. Hein. On sent un peu plus compétent dans la communication. Le message visuel aide beaucoup. Je comprends mieux aussi. Là, visuellement, c'est compréhensible. Consigne comprise, c'est éclairant. Voilà, donc ajouter des pictogrammes en même temps donc, que je parle, eh bien oui, ça offre encore plus de chances de se faire comprendre. Donc évidemment, si on se fait comprendre, eh bien ça va réduire la frustration, notre frustration mutuelle, et également donc diminuer les comportements problèmes qui sont liés. C'est exactement la même chose que pour les signes. Évidemment que si l'enfant ou la personne qui présente des difficultés de langage fait l'expérience d'une communication réussie, ça va la valoriser, ça va la renforcer dans son sentiment de compétence, ça va lui donner envie de poursuivre les échanges ou alors de les initier. Donc là, cette fois, les pictogrammes qui vont donc venir qui vont être apposés en même temps que je parle, donc vont permettre de représenter différentes natures de mots. On va pouvoir représenter des noms, les catégories de noms, des actions, mais aussi des prépositions ou alors des mots-outils qui sont souvent difficiles à comprendre pour les enfants qui présentent des difficultés de langage. L'utilisation des pictogrammes va aussi permettre donc de travailler les réseaux de mots, d'aller plus finement dans les réseaux. Ça va aussi permettre tout au contraire donc de généraliser. Je pourrais utiliser le pictogramme d'arbre pour faire comprendre à un enfant donc la notion, donc un pin, un acacia, un chêne, tout ça, ce sont des arbres parce que donc ça a des racines, un tronc, des branches, des feuilles. Et donc les pictogrammes vont permettre aussi donc de visualiser plus clairement la syntaxe. Un enfant qui n'arriverait pas à formuler correctement ses phrases, on pourrait donc venir travailler justement ce point-là avec les pictogrammes. Donc de manière globale, l'utilisation des pictogrammes va permettre donc de diminuer la charge cognitive qui est liée au traitement de l'information. Notamment par le fait que lorsque je parle, les mots s'estompent.
Voilà, je dois mémoriser auditivement parce que sinon les mots se sont estompés. Alors qu'avec les pictogrammes, ils vont rester donc sous les yeux de l'enfant qui, s'il a des difficultés à mémoriser donc auditivement, va pouvoir revenir à sa consigne ou aux propos que je viens de dire. Donc ça va lui permettre d'avoir plus de temps pour intégrer la consigne. Alors, en pratique, quand on décide de mettre en place une communication améliorée et alternative avec les pictogrammes, eh bien, ça va nécessiter quand même un travail d'élaboration en amont et de s'ajuster aux besoins de la personne et aux capacités de la personne. Je vais devoir donc choisir des pictogrammes en fonction du niveau de représentation et de compréhension de l'enfant. Parfois, je vais devoir utiliser simplement des photos, parfois des images, parfois je pourrais aller un petit peu plus loin dans l'utilisation d'un pictogramme assez général. Je vais devoir aussi m'ajuster aux capacités de la personne dans le choix du classeur. Soit je vais partir directement avec un classeur qui est assez conséquent en pictogramme, ou alors je vais devoir utiliser un classeur avec très peu de pictogrammes. Je vais devoir choisir entre un classeur papier et un classeur digital. Si je choisis un classeur papier, je vais choisir des pictos à descratcher, des pictos à désigner. Et globalement, l'utilisation donc des pictogrammes en tant que moyen de communication amélioré et alternative va devoir donc nécessiter une mise à jour en fonction des nouveaux besoins. Voilà, donc il existe différentes banques de pictogrammes, certaines payantes, certaines accessibles. Aujourd'hui, c'est vrai quand même avec les outils numériques, on a quand même beaucoup de banques facilement disponibles sur Internet. Excuse-moi, Alexandrine, il y a une question qui mérite d'être répondue tout de suite. Oui. Quelqu'un indique qu'elle ne comprend pas la signification de « à descratcher ». Ah, pardon. Alors parfois, dans un classeur, on peut soit créer des intercalaires avec déjà juste des pictogrammes à montrer. Voilà. Et parfois, on va donc créer des classeurs avec simplement des pictogrammes qui sont accrochés avec des scratchs qui vont permettre d'être descratchés, de donner à la personne, de montrer. Par exemple, je pourrais avoir simplement une désignation de pictogramme si je veux dire le chat joue avec la souris. Voilà, je montre le chat joue avec la souris. Ou alors, je descratche mes pictogrammes et je fais la phrase à côté. J'espère que j'ai été claire. Alors, l'utilisation des pictogrammes lorsqu'on veut améliorer et soutenir la communication d'un enfant qui présente des difficultés a un large avantage, c'est que la représentation visuelle est la plupart du temps accessible d'emblée à tous. Si on regarde le pictogramme là à gauche, on est bien tous d'accord sur l'interprétation qu'on va donner à ce pictogramme qui est le pictogramme de manger. Voilà, il n'y a pas d'équivoque possible. Donc dès qu'on voit ce pictogramme, on sait que ça fait référence à l'action de manger. Parfois, pour certains pictogrammes, ça nécessitera un petit apprentissage avec la personne qui présente des difficultés de langage parce que certains sont un petit peu moins accessible. Néanmoins, si on essaie d'expliquer donc le pictogramme qui est à droite et qu'on voit donc dans le coin un soleil, qu'on voit une personne qui est allongée sur une serviette. Donc on pense à soleil, serviette, allongée, qu'on se trouve certainement sur la plage. Quand est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on fait ça quand on est en vacances. Voilà. Donc pour certains pictogrammes qui seraient peut-être un petit peu moins évidents, bien souvent, de toute façon, on aura le mot écrit en dessous. Et donc, ils feront l'objet d'un apprentissage un petit peu plus spécifique avec l'enfant. Voilà, donc pour finir avec les pictogrammes, j'ai terminé sur un inconvénient, c'est celui qui concerne le fait qu'il faut toujours
avoir donc ce moyen à portée de l'enfant. C'est pas comme les signes où voilà, on a nos mains toujours avec nous. Là, il faut toujours avoir le classeur à portée. Néanmoins, c'est un inconvénient sur lequel on peut largement travailler quand on prend enfin conscience que la personne doit avoir son moyen de communication à portée de lui, parce qu'on ne se verrait pas laisser partir son enfant myope et astigmate à l'école sans ses lunettes. C'est exactement pareil. Moi, je ne me verrais pas partir au travail sans ma voix, la bouche scotchée. Je prends avec moi mon outil de communication. Eh bien, donc c'est exactement la même chose qu'il faut ce sur quoi il faut veiller quand on utilise les pictogrammes, que ça soit toujours à portée de l'enfant. Alors, avant de terminer, je vais faire un petit résumé donc, de la communication améliorée et alternative, qui est pour moi encore qui est un moyen encore bien trop peu connu, encore trop peu utilisé, qui néanmoins fait largement ses preuves dans la pratique, parce qu'il permet donc, la CA, elle permet donc de soutenir la compréhension et l'expression des personnes qui présentent des difficultés de communication sans jamais remplacer le langage oral. Elle permet donc d'avoir des échanges beaucoup plus précis et beaucoup plus riches avec les personnes qui présentent des difficultés de communication. Et surtout, elle évite aux partenaires de communication donc de répondre à la place de l'enfant ou de la personne. Elle la rend donc beaucoup plus autonome dans sa communication. Évidemment que si la personne qui présente des difficultés de communication est beaucoup plus autonome et qu'elle peut mieux communiquer, elle va donc diminuer les comportements, problèmes qui sont liés à la frustration. Donc globalement, la communication améliorée et alternative, elle va redonner donc une dimension beaucoup plus dynamique, fonctionnelle et motivante pour tous les sujets, pour toutes les personnes qui communiquent. Alors pour finir mon propos, je vais quand même partager avec vous un point de vigilance extrêmement important quand on utilise la communication améliorée et alternative. Alors pour ça, je suis désolée, donc on a fait un petit peu d'allemand. Pour commencer, on va faire un petit peu de maths maintenant. On va faire un rapide calcul. Alors avant de faire ce petit calcul, on va admettre qu'un enfant prononce son premier mot, alors imaginons maman, son premier mot à 12 mois. Quand on pense que pour produire ce premier mot à 12 mois, l'enfant aura dû être baigné dans un bain de langage oral, donc de sa naissance jusqu'à l'apparition de ce fameux premier mot maman. Donc tout ce temps-là, il est baigné donc, dans le langage oral de sa maman, de son papa, de sa nourrice, en tout cas de son environnement familial. Il est baigné environ 8 heures par jour. 8 heures par jour, donc tous les jours d'un mois, donc 8 heures fois 30, ça fait donc 240 heures par mois de bain de langage, multiplié par donc 12 mois, puisque de sa naissance jusqu'à ses 12 mois, il aura été baigné, on a un total de 3000 heures. Donc pour qu'un enfant prononce en règle générale donc son premier mot à 12 mois, il lui aura fallu d'être baigné dans le langage oral pendant 3000 heures. Ça fait beaucoup, on est d'accord? Donc on imagine le même besoin de bain de langage alternatif pour voir un enfant commencer à l'utiliser. On va donc imaginer laisser ce travail à l'orthophoniste, parce qu'on sait bien, l'orthophoniste, c'est lui le spécialiste de la communication et des troubles du langage, donc on va le laisser faire, on va le laisser baigner son enfant pendant 3000 heures dans la communication améliorée. Donc on va le laisser
3000 heures, voilà, je suis ramenée à 52 semaines par an. Eh bien, on va attendre donc 57 ans de prise en charge avant qu'un enfant donc commence à utiliser la communication améliorée et alternative. Je vous laisse un petit peu intégrer que 57 ans de prise en charge pour voir qu'un enfant utilise donc la CA, c'est un petit peu long. Voilà. Et que peut-être qu'on a quelque chose à faire en attendant. Donc en attendant, pour démocratiser et favoriser l'utilisation de la communication alternative et améliorée, eh bien moi je ne peux que vous inviter à informer donc les professionnels qui accompagnent les enfants qui présentent des difficultés de langage, à sensibiliser aussi l'environnement dans lequel vit l'enfant à cette utilisation-là, mais surtout, je vous invite donc à expérimenter avec les enfants qui présentent des difficultés de langage, que ce soit sur le plan de la compréhension que sur le plan de l'expression, donc à expérimenter la communication améliorée et alternative. Dès lors donc, qu'un enfant face à vous présente des difficultés de langage, eh bien, il faudrait se poser la question, cet enfant donc, est-il en pleine possession de ses moyens pour exprimer et comprendre ce qu'on lui dit? Dès l'instant où la réponse est non, alors pour un respect du droit à communiquer, je vous invite à vous lancer donc, dans la communication améliorée et alternative. La présentation donc, arrive maintenant à sa fin. Je vous remercie tous de votre attention. Alors, merci beaucoup. Je laisse la parole, Sabrina. Merci beaucoup Alexandrine pour cette présentation qui, je pense, a été claire. Je vais voir, il y a quelques petits commentaires qui s'affichent. Et donc, il y a eu des questions, donc beaucoup de merci, des bravos. Merci, c'est passionnant. Merci, c'est intéressant. Beaucoup de merci. Donc, bravo à toi, Alexandrine. Merci Alors, à je vais vous. essayer de ne pas oublier de questions. On a une première question de la part d'Anaïs qui nous demande si les enseignants peuvent bénéficier de ce type de formation. Oui, bien sûr. Alors, je pense notamment, au Macathon, par exemple, qui est largement, ce sont des formations qui sont ouvertes à tout public. Je pense aux classeurs POD. En fait, dès l'instant qu'il s'agit de la communication améliorée et alternative, il y a beaucoup de formations, de toute façon, qui sont vraiment ouvertes à tous les professionnels, à tous les parents, puisque la communication, elle fait vraiment partie de notre quotidien. En fait, elle n'est pas exclusivement réservée à des éducateurs spécialisés, à des orthophonistes. Donc oui, les formations sont la plupart du temps largement accessibles aux enseignants. Très bien, merci. Alors, justement, par rapport aux formations, il y a une question où on se demande justement, est-ce qu'il ne faut pas être formé, par exemple, à PEX ou à Macathon pour pouvoir l'utiliser? La question, c'est est-ce que ça ne nécessitait pas une formation pour légitimer, en fait, ou autoriser l'utilisation? Alors, on n'a pas besoin de se former à PEX ou à Macathon pour légitimer en fait l'utilisation de la communication améliorée, parce que je pense qu'en fait il n'y a aucune formation qui légitime l'utilisation du langage oral. On est exactement dans le même cas de figure en fait. À partir du moment où on voit que le langage oral est vraiment compliqué pour un enfant et qu'on a envie de soutenir sa compréhension ou son expression, on n'a pas besoin d'être légitimé par une formation. Aujourd'hui, voilà, signer à un enfant, est-ce qu'il y a besoin d'une formation pour apprendre des signes? Pour utiliser des pictogrammes, c'est exactement la même chose. Ce sur quoi, par contre, on peut être vigilant,
c'est que si en plus il y a des difficultés dans l'utilisation des comportements verbaux, quand je dois rechercher à ce qu'un enfant fasse plus de demandes, exprime plus d'émotions par exemple, ou fasse des phrases beaucoup plus facilement, peut-être que là on va avoir besoin d'aller rechercher par exemple l'aide d'un orthophoniste pour aider cet enfant à mieux structurer ses phrases par exemple. Mais dès lors qu'il n'y a pas de problème dans le comportement verbal, il n'y a pas besoin de formation supplémentaire. Évidemment, c'est intéressant de se rapprocher de spécialistes. Alors, je pense notamment aux orthophonistes, en fait, qui sont vraiment davantage formés sur la communication. Donc là, on va peut-être se rapprocher, mais on peut déjà commencer sans formation. Dès l'instant qu'on est un petit peu motivé, on peut tout à fait commencer. Très bien. Ensuite, on a plusieurs questions, notamment par rapport aux pictos. Comment les choisir? Est-ce que tu as des liens pour des accès à des sites gratuits? Donc, dans le chat, il y a déjà eu un des sites que tu avais cité, dont je n'ai pas retenu le nom. Arasac, les pictos Arasac, par exemple, ça c'est donc, des questions par rapport à ça. Donc, comment se procurer ces pictos et être sûr de bien les utiliser? Voilà, des questions qui vont un peu tout dans le même sens. Et puis, on a aussi un commentaire qui dit que d'utiliser ces outils, notamment avec les pictos, dans le cas des parents, ça leur demande beaucoup d'investissement. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vrai que l'élaboration, quand on utilise la communication améliorée, en fait, il y a un gros travail d'élaboration dès lors qu'on utilise des pictogrammes, parce que bien souvent, il faut imprimer, il faut plastifier, il faut organiser le classeur. Néanmoins, il faut vraiment bien se dire que par rapport à l'utilisation des signes, l'élaboration d'un classeur va vraiment permettre à l'enfant d'être compris ou de comprendre, d'être compris dans toute situation. Parce qu'on l'a bien vu à travers l'exemple tout à l'heure, c'est que il fallait quand même avoir des notions pour être compris grâce aux signes, alors que les pictogrammes, on est quasiment tous d'accord, on a tous compris. Donc on pourra pas faire l'économie d'un moyen visuel, ça c'est certain. J'entends bien que ça demande, que ça demande beaucoup plus d'investissement matériel. Alors aujourd'hui, on n'a déjà pas forcément à acheter les pictogrammes parce qu'on a beaucoup de banques qui sont disponibles sur Internet. Alors, si on peut pas se rapprocher d'un éducateur formé ou d'une orthophoniste qui utiliserait tel ou tel système, je pense que ce à quoi il faut simplement faire attention quand on utilise les pictogrammes, c'est juste qu'ils restent stables en fait. On va pas un jour utiliser ce picto Macathon manger qu'on a trouvé vite fait sur Internet ou la semaine d'après utiliser un autre pictogramme Arasac. Voilà. En tout cas, par rapport au pictogramme, tout comme les signes, de toute façon, il faut bien être stable dans l'utilisation. Et il y avait une question, oui, par rapport au choix des pictogrammes. Est-ce qu'on est plutôt aussi sur le versant photo, sur le versant image, sur le versant pictogramme? Ça, on fera vraiment en fonction en fait de la compréhension de l'enfant, même si aujourd'hui on revient un petit peu dessus et on se dit que autant apprendre tout de suite un pictogramme assez généraliste plutôt qu'une photo. Ça pourra quand même faire l'objet d'une évaluation auprès de l'enfant. Alors, on a deux autres questions. La première, c'est est-ce que tu peux présenter rapidement les classeurs POD? Et on avait une question à comment s'inscrire à une formation. Alors, je ne sais pas si c'est à la formation à la CA de manière générale. Voilà, est-ce que tu peux peut-être donner quelques indications sur un choix que tu pourrais faire pour un type de formation, un type d'outil plutôt qu'un autre? Alors,
S'agissant donc des pictogrammes, puisque j'ai récemment réactualisé mes connaissances en participant à la formation sur les classeurs POD, sans forcément vouloir faire une publicité quelconque, j'inciterai en fait à aller vers ce type de classeur où en fait quasiment d'emblée, on fournit à l'enfant énormément de pictogrammes parce que il y a eu un tort qui a été fait, c'est de croire qu'on ne pouvait pas commencer d'emblée avec un classeur fourni, mais plutôt avec juste quelques pictogrammes. Alors ça, c'est un tort parce que est-ce qu'on communique avec un enfant en bas âge? Est-ce qu'on communique avec lui simplement avec 10 mots? Donc là, en fait, c'est exactement ce parallèle, c'est qu'on ne va pas communiquer avec un enfant avec 10 pictogrammes. Donc dans le classeur POD, on va fournir déjà une multitude de pictogrammes pour pouvoir aller jouer et surtout, ne pas attendre tout de suite que l'enfant utilise le classeur, mais bien le baigner déjà dans un bain de communication alternative comme on le ferait avec le langage. Voilà. Néanmoins, voilà, il faudra quand même de temps en temps réajuster parce que même dans les classeurs POD, parfois on utilise une version qui est vraiment très très conséquente et parfois des versions un petit peu moins conséquentes. Alors, il y a d'autres questions, notamment par rapport à l'utilisation de la CA à l'école. Donc, on a des questions à savoir, est-ce que la CA est connue du monde de l'éducation nationale? Est-ce que c'est utilisé? Et est-ce que ça vaut pour tout type d'élèves? Ou est-ce que c'est vraiment réservé à des élèves qui présentent des troubles du langage? On pose aussi la question de est-ce qu'un enfant dyslexique peut bénéficier et peut en retirer quelque chose de cette communication alternative et améliorée? Ok, alors ça fait beaucoup de questions en une. Je perds le fil. Par rapport à l'éducation nationale. Alors, par rapport à l'éducation nationale, eh bien, à mon grand regret, et c'est aussi la raison pour laquelle il y a ce webinaire ce soir, c'est que à mon grand regret, la CAA est très peu connue en fait. On pense que la CAA, elle est réservée aux enfants qui sont porteurs éventuellement d'un TSA. On pense que la CAA, elle est exclusivement réservée à la communication dans le bureau de l'orthophoniste. Donc non, on a encore vraiment beaucoup de travail à faire au niveau de la démocratisation de la communication améliorée et alternative. Ça c'est à mon grand regret. Concernant donc l'utilisation de l'ACA avec d'autres enfants qui n'auraient pas de difficultés de compréhension et d'expression. Bon, bah là, moi, le seul avis que j'ai envie d'émettre ce soir, c'est celui, si ça marche bien, pourquoi aller chercher autre chose? Voilà, c'est dès l'instant qu'on repère des difficultés dans l'expression ou dans la compréhension, on va venir améliorer avec autre chose. Mais si on n'a pas de difficultés, pour moi, il n'y a pas forcément de raison de venir surcharger. Et la CA, elle est tout à fait utilisable avec des enfants qui présentent des troubles des apprentissages et des troubles des apprentissages du langage écrit, par exemple, parce que ça va nous permettre, par exemple, de vérifier que l'enfant a bien compris, en fait, en venant mettre des pictogrammes, en venant pictographier les consignes, on va s'assurer qu'il a bien compris la consigne s'il a des difficultés malgré tout à lire en fait. Il y a une question par rapport à la photocopie des pictos Makaton par exemple. Est-ce que c'est autorisé ou plutôt interdit? Normalement, c'est de se transmettre des pictogrammes comme ça sous le manteau. C'est pas forcément c'est pas forcément validé par Makaton évidemment, sauf qu'aujourd'hui les pictogrammes Makaton c'est une banque qui se trouve sur le site et qui coûte vraiment pas cher.
Voilà. Tout à l'heure, je parle du classeur POD. Malheureusement, pour des parents qui voudraient se former ou un enseignant qui voudrait se former pour un élève, malheureusement, ça coûte très cher. Voilà. Par contre, les pictogrammes Makaton, non, ils sont quand même voilà, assez accessibles, même financièrement parlant. Alors, on a une question. Est-ce que tu peux nous préciser un petit peu plus comment pourrait se présenter un classeur POD Ah oui. Ou un classeur de consignes? Alors, le classeur POD, en fait, il se présente donc sous la forme de tableaux dynamiques et interactifs. En fait, on va plus forcément retrouver des intercalaires comme on pouvait trouver avant sur un ensemble de fruits, sur un ensemble d'actions. En fait, on va par exemple trouver une première page avec des chemins. En fait, des chemins ou donc sur la première page, vous pourrez trouver je veux dire quelque chose et donc on va nous indiquer d'aller à un intercalaire là où on voudrait dire quelque chose. Est-ce qu'on voudrait dire quelque chose au sujet d'une personne? Donc là, on ira à l'intercalaire personne, mais sur cette intersection-là, on pourrait trouver, donc je veux dire quelque chose à propos de l'école, par exemple, et on serait renvoyé à l'intercalaire école. Là, on a très très peu de temps pour expliquer où on pourrait. Enfin, la personne qui a envie d'en savoir plus sur le classeur POD, je l'invite à renvoyer un mail au CESAD pour qu'on prenne éventuellement plus de temps pour expliquer ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais en tout cas, il faut bien retenir que c'est ce sont des tableaux hyper dynamiques, hyper rapides d'utilisation. Alors, on a un commentaire qui indique que la langue des signes devrait être beaucoup plus vulgarisée, car l'apprentissage de base est assez rapide, donc c'est plutôt un témoignage, mais pas utilisable en expression pour des enfants avec gros troubles moteurs. Est-ce que du coup, le classeur POD pourrait être un petit peu plus simple d'utilisation? Alors, C'est pas sur des signes, mais des pictos. En fait, là qu'on parle, alors évidemment, pour des personnes qui présentent des difficultés motrices associées, alors si ce sont des difficultés motrices qui sont très sévères, évidemment, ça va être compliqué. On pourrait avoir, je voudrais quand même préciser que certains enfants peuvent présenter quelques difficultés à réaliser correctement un signe, mais dès l'instant où ce signe reste stable dans l'utilisation, on peut quand même l'accepter. Ensuite, par rapport au classeur, alors là, on cite POD, mais on n'est pas obligé de citer POD, on peut juste citer globalement les classeurs de communication. Aujourd'hui, voilà, j'en parlais tout à l'heure, il y a des pictos à montrer, il y a des pictos à descratcher, mais quand les difficultés motrices sont très importantes, on peut aussi avoir des classeurs avec des commandes oculaires. Voilà, où on a un pointage par le regard en fait. Et c'est la personne c'est le partenaire de communication qui va être guidé au fur et à mesure du message par la personne qui présente des difficultés de langage. Merci. Alors, il nous reste 2 minutes. On a une question toujours par rapport au classeur POD. Ça vous a intrigué, ça, hein? Qui est de savoir quel âge ça concerne. Ça concerne des enfants de quel âge? Alors, ça concerne des enfants sans âge, en fait. Il n'y a pas d'âge établi parce qu'en fait, le classeur POD, alors, encore une fois, je vais enlever POD et je vais vous dire le classeur de communication, il n'y a pas d'âge en fait, parce qu'il va déjà être là pour favoriser le bain de communication amélioré. On va faire avec un classeur exactement la même chose qu'avec le langage oral en fait. On ne s'imaginerait pas claquer des doigts et dire à l'enfant, ben, ça y est, maintenant tu vas parler.
Donc, le classeur POD, c'est exactement la même chose. Avant que l'enfant utilise le classeur POD ou n'importe quel autre classeur qu'on aurait élaboré avec lui, ça va déjà être là pour venir baigner l'enfant dans la communication. Donc, il n'y a pas d'âge, en fait. Dès l'instant qu'on s'aperçoit qu'il y a un gros retard dans l'utilisation du langage, que ce soit l'expression ou la compréhension, on peut donc baigner l'enfant dans les classeurs. Alors, il nous reste 1 minute. 2 questions, une de la part d'une invitée. Un cahier de communication XL peut-il faire l'affaire? Excel? XL. XL. XL en grand format. Un classeur de communication peut-il un format XL? Alors, un tableau de communication, différents tableaux de communication pourraient faire l'affaire. Par exemple, je suis en train de donner le bain à mon enfant ou on est à un moment de repas. En fait, on peut faire un tableau de communication qui concerne l'activité à l'instant T. C'est comme ça que je le prends. Après, un classeur, on ne se voit pas se balader avec un classeur XL, en fait. Il faut vraiment un classeur qui soit vraiment baladable partout, en fait. Qui soit toujours à portée de l'enfant, qui puisse être un format raisonnable. Alors, est-ce que tu peux aller voir sur le chat, parce qu'on a mis une photo, donc je pense que c'est une photo qui... Alors, attends, je vais aller voir le chat. On va y voir le chat, s'il te plaît. Le chat, alors... Elle est en train de charger. Alors, on me pose quoi? Est-ce que ça peut faire l'affaire? C'est ça? C'est quoi la question? J'arrive pas à te voir. Je suis désolée. Je suis enseignante et très intéressée pour le faire avec mon élève. Eh bien, si vous êtes intéressé pour le faire avec votre élève, moi j'ai juste envie de vous dire, évidemment de faire attention à sa compréhension, mais de mettre en fait suffisamment malgré tout de pictogrammes en fait. Il faut pas réduire le nombre de pictogrammes parce qu'on ne va pas réduire ce qu'on va lui dire. Voilà. Si l'enfant a 5 pictos dans son classeur, il va devoir parler avec 5 mots, avec 5 pictogrammes. S'il en a 10, vous lui donnez l'occasion de communiquer avec 10 mots. S'il en a 20, avec 20 mots. Donc, je pense qu'il faut... on peut y aller, en fait. On peut vraiment fournir ce classeur de communication. Après... vous donnez une réponse toute faite, c'est un petit peu compliqué parce que la communication, elle s'adapte vraiment aussi aux besoins de l'enfant. Donc, sans avoir connaissance de son niveau d'expression, son niveau de compréhension, ça peut être compliqué de vous donner des réponses toutes faites. Néanmoins, il faut vraiment penser au bain de langage alternatif. Comme le bain de langage, on ne s'exprime pas envers le tout petit avec 5 mots ou 10 mots. On utilise vraiment un panel hyper riche de mots, donc le classeur de communication, il doit aussi être très 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 achalandé. Alors, on te remercie, le message est bien compris et ce qui est noté, c'est que ça peut aussi enrichir le vocabulaire, donc c'est intéressant. J'ai envie de te poser la dernière question avant de clôturer, même s'il est 19h03. Parce que pour moi, c'est une question importante. Donc, tu as bien évoqué que le langage, c'était à la fois la compréhension et l'expression. Je trouve que c'est toujours plus facile de repérer un enfant qui a des difficultés d'expression, mais que ça l'est moins. C'est plus difficile de trouver, de repérer un enfant qui a des problèmes de compréhension. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour cette dernière question ? Oui, alors c'est beaucoup plus difficile de repérer au quotidien des troubles de la communication parce qu'au quotidien, on restreint
assez les expériences de nos enfants. Les enfants donc, font des expériences à la maison, ils font des expériences à l'école, mais quand ils rentrent de l'école, on est tellement pris par notre quotidien et par toutes les tâches qu'on a à faire que, hormis les instants où on va faire des jeux différents, où on va faire des lectures différentes, dans le quotidien, on s'adresse souvent à nos enfants avec des consignes assez routinières. Par exemple, comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as mangé à l'école? Mets tes chaussures dans le placard. Qu'est-ce que vous voulez manger ce soir? Voilà, on donne pas forcément dans notre quotidien l'occasion à nos enfants, de nombreuses occasions en tout cas à nos enfants d'élaborer, de nous montrer qu'ils ont compris parce qu'on s'adresse aussi à eux d'une manière très simple. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Alexandrine pour la présentation, pour les réponses à tes questions. Merci à tous les invités qui étaient présents. On espère très sincèrement avec Alexandrine que vous avez été intéressés, que vous avez un éclairage plus important des troubles du langage et de en quoi la communication alternative et améliorée peut aider les enfants qui présentent un trouble du langage. Merci beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt, certainement pour un autre webinaire. Merci. Bonne soirée à tous.